Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant, d'un sujet d'actualité, d'un sujet qui concerne tout le monde. C'est la rémunération des commerciaux et pour ça, on a deux experts du sujet avec nous. Cyril Meunier, associé chez MCR Consultant et Guillaume Pestier, directeur commercial de CCLD. Bonjour Cyril et bonjour Guillaume, ravi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Salut Roland, Bonjour Roland. Alors bonjour tout vous le êtes monde. toujours aussi formidable, hein, vous êtes un peu plus de 200 inscrits aujourd'hui pour traiter de ce sujet chaud. Vous étiez également très nombreux la semaine dernière pour écouter Jean-Marc Siroën, qui est professeur à Dauphine, qui nous a fait une leçon sur Keynes, hein, pour le leader d'aujourd'hui, leçon de Keynes pour le leader d'aujourd'hui, une belle masterclass de culture générale qui nous permet de retraverser toute l'histoire économique du XXe siècle à travers ce personnage emblématique, cet économiste anglais qui a défendu, qui a combattu le traité de Versailles, qui a défendu la vieille Europe contre les appétits américains. Et je vous invite à la retrouver sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme de podcast préférée. Les masterclass de l'excellence commerciale sont rendues possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, c'est une plateforme d'animation de la performance et de coaching des forces de vente. Incentive travaille dans une vingtaine de pays, dans des univers aussi différents que la grande distribution, le retail, la banque, l'assurance ou l'industrie. Voilà, la page de publicité est terminée. Est-ce que, Valentin, tu peux nous faire le portrait de Cyril et Guillaume, s'il te plaît? Bien sûr. Cyril Meunier, vous êtes diplômé de l'ESSELSCA Business School de Paris en ingénierie financière. Depuis 2014, vous concevez et pilotez les programmes de développement de l'excellence commerciale. Vous êtes également responsable du développement des partenariats avec les acteurs de l'épargne salariale. Vous êtes associé de MCR Consultant et cofondateur de MCR Sales and Leadership. MCR est le spécialiste des stratégies de rémunération et du leadership des organisations commerciales. Vous venez partager avec nous votre expertise de la rémunération des talents commerciaux et c'est donc un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Guillaume Pestier, vous êtes diplômé de l'IDRAC Lyon Business School en Sales, Marketing and Management. Vous êtes également diplômé en sciences sociales à Abertay University. Vous débutez votre carrière chez Monster France d'abord en tant que commercial, puis directeur du développement consulting. Vous devenez spécialiste de recrutement chez Adecco Expert, puis au sein de CCLD. Depuis 17 ans, vous y occupez des postes à responsabilité. D'abord directeur régional, puis directeur du développement commercial et enfin directeur commercial de CCLD. CCLD est le leader français du recrutement augmenté et propose des solutions pour mieux attirer, évaluer et engager les talents, notamment dans le commerce. Vous venez aujourd'hui nous présenter votre vision du recrutement des talents commerciaux et c'est donc un honneur de vous accueillir aujourd'hui. Quelle expérience cumulée on a autour de la table, hein. C'est Guillaume, c'est un plaisir parce qu'on se connaît depuis longtemps, donc c'est vraiment un bonheur de vous recevoir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et puis surtout sur un sujet qui est aussi chaud. Alors il y a l'inflation. Hein, on voit certaines sociétés comme Total qui accordent des augmentations salariales en général de 7%, 8%. Il y a bien sûr la pénurie sur certains métiers, le métier des développeurs et particulièrement, et c'est pas nouveau, mais c'est encore plus fort aujourd'hui, le métier des commerciaux. Et donc, pour nos auditeurs qui sont directeurs commerciaux, qui sont managers commerciaux, comment est-ce qu'on réagit dans cette situation, à la fois pour attirer les talents et pour retenir ses meilleurs collaborateurs? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Alors, est-ce que la rémunération joue un rôle différent? Qu'est-ce qui a changé ces derniers mois? Est-ce que la rémunération joue un rôle différent aujourd'hui? Peut-être Cyril? Alors, déjà, l'environnement effectivement a changé et avec Guillaume, puisque Guillaume, on a la chance de se voir très régulièrement, puisqu'on est tous les deux VP des DCF Grand Paris, et on a été amené à pas mal échanger, notamment sur le fait que nous, de notre côté, sur les systèmes de rémunération, on est depuis 2 ans, on est très, très, très sollicité par nos clients et par des directeurs commerciaux qui veulent effectivement faire évoluer le système de REM parce qu'ils s'aperçoivent qu'il est plus complètement adapté. Et Guillaume, bah, lui, de son côté, la même chose, très sollicité parce que il n'y a pas un DIRCO qui n'est pas en train de dire, bah, moi, j'ai du mal à faire venir, j'ai des secteurs vacants,
j'ai du mal à garder, mes commerciaux se font chasser, etc. Donc on s'est dit qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et de là, effectivement, voilà, tu confirmes, Guillaume, il se passe quelque chose. Et donc, on a décidé effectivement d'ensemble lancer une étude auprès des commerciaux, des DIRCO, et puis nous, des systèmes, de faire une étude aussi des évolutions sur les systèmes de REM entre ce qui se passait avant et comment ça évolue aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé cette étude en début d'année, parce qu'on est dans un environnement qui bouge. Hein. Tu le disais, Roland, effectivement, on a eu une accélération de la digitalisation de la relation client parce que tout le monde s'est aperçu que finalement, on n'était pas obligé d'aller les voir tout le temps. Il y a des modèles, les business models qui ont changé dans le B2C, d'intégrer de la vente en ligne quand tu as des commerciaux aussi qui sont sur le terrain ou dans des magasins. En B2B, bah, le parcours de vente, il est plus le même. Hein. Là où on avait un commercial qui prenait son téléphone et qui allait voir des clients, là aujourd'hui, on met des SDR, on a de l'inbound qui génère du lead, on a une vente qui est de plus en plus diffuse au sein de l'entreprise. Voilà. Et donc, du coup, le poste et la fonction même du commercial a changé, donc le système de rémunération doit aussi évoluer. Donc, c'est vrai qu'on est amené à effectivement être pas mal sollicité sur ces sujets. Et puis, Guillaume, vous, chez CCLD, vous êtes en échange quotidien avec des directeurs commerciaux qui cherchent à recruter, des talents commerciaux qui veulent chercher leur prochaine opportunité. Qu'est-ce qui a changé dans leur attitude ces derniers mois? Alors, ce qui a principalement changé dans leur attitude, et merci d'avoir utilisé ce bon verbatim, qui est de dire chercher leur nouvelle opportunité. Je pense que c'est déjà un point clé par lequel on peut commencer, c'est effectivement de dire que sur ces métiers-là, l'essentiel des populations des candidats ne cherchent pas un poste, mais une opportunité. Et ça traduit bien en fait le marché dans lequel on évolue, c'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que l'emploi cadre, mais ou l'emploi dans la fonction commerciale, pour ne citer que celle-ci, est quasi un marché de plein emploi. Et c'est important de le préciser parce que forcément, ça impacte directement, évidemment, des dynamiques de sollicitation, de choix aussi forcément, bien que les candidats qu'on va approcher vont avoir, et qui, bah, évidemment, quand c'est la fameuse offre de la loi et de la demande, hein, de manière aussi simple, finalement la demande est importante et que l'offre est restreinte, bah forcément le prix de celle-ci s'envole. Et donc c'est exactement ce qu'on vit en fait, c'est qu'on a aujourd'hui, on a eu cette fameuse phase de rattrapage post-Covid, des organisations qui ont eu besoin de se restaffer en fait de manière importante, avec des organisations qui ont évolué aussi pour beaucoup, parce qu'il y a eu quand même un avant et un après Covid dans l'organisation et dans la façon de travailler. On a tous été impactés, donc les organisations ont changé, donc ça a fait naître des nouveaux besoins. Et donc, après cette phase de rattrapage, un besoin des entreprises assez important, une sollicitation très forte. Et pour autant, on ne parlait que des fonctions commerciales, il n'y a pas plus de commerciaux aujourd'hui, évidemment, qu'il y en avait il y a encore quelques années. C'est des sujets qu'on traite régulièrement. On dit souvent avec les DCF, d'ailleurs, qu'il manquerait aujourd'hui près de 200 000 commerciaux versus les postes qui sont à pourvoir. Et donc, voilà, sollicitation extrêmement forte. Et donc, c'est vrai qu'au quotidien, on challenge nos clients et les candidats quant à leurs possibilités de rémunération et ce qu'attendent de plus en plus les candidats dans un contexte en plus inflationniste aujourd'hui, ce qui vient rajouter en plus une petite louche pour dire déjà la demande est forte et en plus l'inflation vient s'y mettre. Donc forcément, on est challengé très régulièrement par les candidats et les clients aujourd'hui aussi pour dire comment est-ce qu'on fait concrètement. Alors Cyril, chez MCR, non seulement vous êtes des spécialistes de la rémunération, mais vous êtes aussi des grands spécialistes de la formation en négociation. Et donc la question que tout le monde se pose aujourd'hui, quand on est directeur commercial, directeur général d'une entreprise, comment j'aborde ces discussions complexes dans ce contexte de pénurie et d'inflation? Quelles sont les innovations qu'on va pouvoir travailler? Quels sont les angles de discussion qu'on va pouvoir aborder avec soit les instances représentatives, soit directement les équipes pour concevoir, faire évoluer les schémas de rémunération. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché et quels sont les axes de travail qu'on peut initier? Alors déjà, il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que quand on va voir des commerciaux et qu'on leur demande qu'est-ce que vous pensez de votre système de REM, ils disent tous que il n'est pas au niveau. Hein. D'ailleurs, l'étude le montre, 70% des commerciaux pensent que leur système de rémunération il n'est pas adapté au marché, 60% pensent qu'il n'est pas équitable.
Donc à chaque fois qu'on va demander à des commerciaux qu'est-ce qu'ils pensent de leur système de REM, ils disent tous pas assez et pas assez bien. Par contre, dès qu'on commence voilà. Par contre, dès qu'on commence à se dire ah bon, ben on va le changer, là, les comportements changent. C'est-à-dire que là, les commerciaux disent ouh là là, non, non, on ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un seul commercial qui, quand on va lui dire on va changer ton système, il n'y a pas un seul commercial qui pense que c'est pour lui donner plus. Donc il y a tout le temps cette derrière, c'est cette OK, on va changer, donc je vais me faire avoir. Donc il y a des résistances au changement importantes. Donc c'est vrai que ces sujets sont très sensibles, hein. On se dit tiens, on va faire bouger les primes. On a tous essayé à un moment donné de se dire tiens, on va bouger le système, on va essayer de changer, on va essayer d'enlever soit bouger le commissionnement pour passer en prime, soit d'une prime, on va essayer de bouger les objectifs, on va essayer de revoir les secteurs. Bah, c'est toujours un sujet qui est très très sensible, qui cristallise toute l'attention et qui va être un sujet même qui peut même être un sujet bloquant. Et c'est surtout un sujet bloquant et c'est souvent un sujet bloquant et c'est un sujet bloquant sur les plus performants. Parce que le système de rémunération des commerciaux, il y a du variable, souvent assez important, et ceux qui sont les plus touchés sont ceux qui sont les plus performants, qui touchent le plus. Donc forcément, aller chercher les commerciaux les moins performants, on a tendance à y aller régulièrement. Alors, en général, ça se passe dans les réunions commerciales. Par contre, aller chercher les meilleurs sur le système de REM, le sujet qui fâche, le sujet sensible, bah, le courage managérial et le courage n'est pas forcément évident. Donc c'est un sujet sensible et il faut y aller. Faut pas y aller n'importe comment. Et donc il y a tout un tas de choses effectivement. C'est là-dessus qu'on est amené à intervenir. Et le sujet, tu le disais, de technique est important, mais le sujet aussi de la négociation et de la communication est aussi un sujet très très important. Associer les gens, communiquer en amont, pendant et après. Voilà, ça c'est aussi un sujet. Il y a de la technique, il y a de la négo évidemment, mais il y a aussi beaucoup de communication. Donc, on comprend bien que négocier des packages, c'est un enjeu très fort. Il faut le prendre étape après étape, et c'est là où MCR vous intervenez pour accompagner finalement ces démarches pour être sûr qu'elles soient le plus fluides et qu'elles arrivent aux résultats obtenus, aux résultats voulus. Si on parle maintenant peut-être de façon un peu plus technique des grands sujets qu'on voit, on a une demande assez généralisée d'augmentation des fixes et de déplafonnement des variables. Est-ce que c'est quelque chose qui effectivement se voit dans tous les secteurs? Est-ce que les entreprises vont dans cette direction ou résistent? Qu'est-ce que vous voyez sur le marché aujourd'hui, Cyril? Alors, il y a plusieurs choses qui sont à prendre en compte. Il y a déjà un élément qu'on en parlait tout à l'heure, c'est la dilution de l'impact de vente. C'est-à-dire que la vente, elle n'est pas faite toute seule et elle est faite sur un parcours plus long, le parcours client. Il commence avec le marketing et le commercial arrive souvent dans une phase de pitch et de closing. Et même après le suivi, c'est d'autres équipes qui vont faire le suivi. Donc, ça veut dire que déjà, les objectifs et le cycle de vente est différent, donc le système de rémunération peut être aussi différent. C'est-à-dire qu'un système avec un fixe faible et un gros variable avec des commissionnements, tout ça, ça devient un peu plus dur quand on est dans ce système-là. Ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs où il y a encore un commissionnement et c'est judicieux de le garder, d'autres en B2B où c'est un peu plus compliqué. Donc on a déjà, effectivement, on voit d'ailleurs quand on regarde l'étude, on a globalement ces dernières années, on est beaucoup passé d'un système de commissionnement à un système de prime. Parce que ça permet d'avoir un pilotage plus important et puis aussi de pouvoir avoir un rééquilibrage entre le fixe et le variable, sachant que Tu peux juste, pour ceux qui ne sont pas plongés dans les terminologies au quotidien, nous préciser la différence entre commissionnement et prime? Alors, un commissionnement, c'est un système en règle générale, c'est un commissionnement, que ce soit au chiffre d'affaires ou à la marge, mais sur du volume. Et plus je fais de volume, voilà, j'ai un taux, et plus je fais de volume, plus je fais de commissionnement. Un système de prime, on définit des objectifs, l'atteinte des qui peuvent être plusieurs. L'atteinte des objectifs vont générer un niveau de prime, soit avec une formule qui peut être additive ou multiplicative. En tout cas, il y a des objectifs et une prime versée à un moment donné. Alors que le commissionnement, c'est un volume d'affaires qui génère un volume de prime. Voilà. Donc dans une prime, je peux avoir plus de leviers de performance, c'est ça? Je peux intégrer du quali, je peux intégrer. Voilà, alors que dans le commissionnement, c'est directement lié au résultat. Voilà, exactement. Exactement. Exactement.
Et Et c'est intéressant effectivement, c'est une tendance. parce que Oui, Guillaume. tu parlais juste avant de la volonté observée plutôt quand on va chercher les candidats d'avoir des fixes plus importants et du déplafonnement. On voit que les pratiques, comme on vient de l'évoquer, vont plutôt vers un système de primes au détriment du commissionnement. Or, bien souvent, ce qui facilite le déplafonnement, c'est quand même plutôt le système de commissionnement que le système de primes. Donc, c'est aussi un peu des injonctions paradoxales qu'on observe pour le coup, c'est que tu as une attente candidat à dire voilà, on veut de plus en plus de déplafonner. Oui, d'une manière générale, l'augmentation du fixe est quand même aussi une tendance, mais le sujet du déplafonnement, à l'inverse, est plutôt moins ancré dans les pratiques qui ont été observées ces derniers temps par justement la réintégration du système de primes au détriment du commissionnement. Donc c'est là où on peut trouver des sujets de décorrélation et c'est là où après la technicité peut devenir un peu importante pour dire comment est-ce qu'on intègre davantage de primes pour matrixer peut-être davantage de KPIs sans pour autant créer des effets de seuil ou de plafond qui sont effectivement contre-productifs par rapport à l'incentive finalement qui est celui du déplafonnement qui est plutôt recherché par les candidats. Donc, pour résumer, on bouge d'un commissionnement vers des primes, des salaires fixes plus élevés, donc des montants de variables qui seront peut-être plus faibles, mais qui restent déplafonnés pour être très motivants pour les meilleurs. Il y a une troisième tendance qu'on entend beaucoup, c'est une simplification des systèmes de rémunération pour apporter plus de lisibilité. Est-ce que tu confirmes, Cyril ? Alors justement, tu as dit les deux mots importants qui sont pas forcément qui sont liés, mais qui sont très différents. Ce qu'il faut et l'attente, c'est de la lisibilité, c'est-à-dire de se dire voilà, si je fais ça, j'ai ça. Ça, c'est la lisibilité et on permet de l'avoir quasi en temps réel. La simplicité, c'est pas forcément lisible. C'est-à-dire que si je me dis, tiens, je vais mettre un système simple, je vais faire je vais vous mettre je sais pas, je sais pas, sur une prime collective par exemple, je vais partager l'enveloppe de marge qu'on va dégager sur la BU par exemple. C'est très simple. Sauf que la marge, je la connais pas, on sait qu'elle se fait qu'en fin d'année, donc difficile de savoir où est-ce qu'on va aller. Quelle est ma part à moi, comment ça va se passer. Donc, c'est pas lisible. C'est simple à construire, c'est simple à comprendre, c'est très peu lisible. Et ce qu'on a besoin, c'est de la lisibilité. C'est-à-dire qu'on a besoin d'apporter aux managers commerciaux des outils qu'ils vont pouvoir utiliser et pouvoir communiquer régulièrement et où le commercial va savoir, je fais ça, j'ai tant. Ça, c'est la lisibilité. Et ça, il faut souvent rentrer dans des niveaux de complexité dans la construction pour avoir quelque chose de lisible. Voilà. Donc le système simple n'est pas forcément lisible. Et l'objectif, c'est la lisibilité. Et le système lisible, à l'inverse, n'est pas forcément dans sa construction très simple. Ça peut être assez sophistiqué, c'est ça? Exactement, exactement. Alors, Guillaume, donc on a parlé de structure de rémunération, de process pour aborder ces sujets complexes de renégociation et de réévaluation des modes de rémunération variables. Qu'est-ce que nous a appris l'étude sur l'engagement dans un premier temps, peut-être pour recruter, hein, il y a, tu disais tout à l'heure, 86% des talents qui disent que la rémunération est un déclencheur pour postuler à une offre. En quoi voilà, on peut jouer sur la rémunération pour accélérer les recrutements des talents commerciaux? Alors, c'est vrai que c'est important de remettre ce sujet-là parce que pourquoi aujourd'hui le sujet de la rémunération est devenu un sujet important? Parce que derrière ce sujet de la revalorisation salariale dont on parle beaucoup et la peur principale des entreprises, c'est celle de perdre leurs collaborateurs. Et donc, finalement, c'est quid de comment est-ce qu'on engage nos collaborateurs dans l'entreprise par un sujet qui est la rémunération, de peur de les perdre si effectivement on ne s'adapte pas à un coût de la vie qui augmente, à une pression de marché parce qu'il y a une demande qui est forte et qui nous amènerait à perdre des collaborateurs sur le sujet. Donc, en fait, le vrai sujet de fond, effectivement, c'est le sujet de l'engagement de ces collaborateurs. Et puis, quand on est de l'autre côté de la barrière, comment est-ce qu'on réussit à les attirer dans ce contexte-là? Ce que tu évoques est très juste, c'est-à-dire que évidemment, pour capter un collaborateur, la solution indispensable, même si elle n'est pas nécessaire, c'est d'avoir effectivement un package de rémunération qui est clair, qui est lisible, pour reprendre des termes exprimés,
et qui va être attractif. Parce que, et ça on le voit dans d'ailleurs la dernière étude là, dont on parle, 86% effectivement des candidats nous disent que c'est le facteur clé qui les amène à postuler à une offre, la rémunération. Et ce qui est assez intéressant… Pourtant, tu mentionnais là dans notre préparation qu'il n'y a que 22% des offres qui mentionnent le salaire. Hein, c'est incroyable ça. 22% des offres effectivement qui mentionnent le salaire. Et c'est pour ça que de plus en plus de sites emploi sont en train même d'essayer d'amener des contraintes auprès des employeurs quitte à leur dire, si vous ne mentionnez pas l'offre, on ne publie pas votre offre. C'est un peu radical, je ne suis pas sûr qu'ils aillent jusqu'au bout du geste, mais leur intention est là. C'est-à-dire qu'ils ont tellement conscience que c'est devenu un facteur clé aujourd'hui pour ramener à de l'acte de candidature, parce que la réalité, c'est que autant il y a quelques années en arrière, vous postiez une offre d'emploi dans nos métiers, vous aviez une quarantaine de candidatures, cinquantaine de candidatures. Aujourd'hui, vous avez une dizaine de candidatures, quinzaine de candidatures. Donc, c'est un vrai problème pour les sites emploi que de réussir à capter des candidats. Et on sait que la rémunération est un facteur clé. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Et oui, il est important de communiquer sur sa rémunération. Et donc, après, ça pose la question de qu'est-ce qu'on valorise, comment on le met en avant. Et si on n'est pas attractif, alors comment le traiter? C'est pour ça qu'on a développé chez CCLD d'ailleurs un outil de benchmark de rémunération qu'on traite en live avec nos clients, parce que quand nos clients viennent vers nous avec une mission de recrutement, souvent un de nos premiers sujets, c'est de dire est-ce que vous êtes en phase avec le marché? Déjà de ce que peuvent proposer les entreprises sur ces typologies de postes, et puis de ce qu'attendent les candidats. Et avant même de dire j'ai compris votre poste, c'est ce que vous attendez, c'est dire est-ce qu'il y a un phasage aujourd'hui en ce que vous proposez, ce qu'attendent les candidats, et est-ce que dès le lancement de la mission, on convient de dire il y a un décalage ou il y a un phasage, et auquel cas, comment est-ce que ça va impacter potentiellement le profil à rechercher. Donc ça, c'est aussi important, c'est de se dire est-ce qu'on est en phase ou pas avec le marché, et ensuite, comment ça conditionne le sujet d'attractivité. Donc ça, c'est vraiment un élément clé, évidemment, pour attirer les candidats. Maintenant, si je le disais, c'est pas suffisant. C'est-à-dire que autant il est indispensable, autant c'est plein d'autres facteurs, l'équipe, les hommes, le manager, qui vont faire en sorte que le choix final va véritablement s'opérer. On dit que c'est un facteur indispensable, mais non suffisant finalement pour attirer les candidats. Et l'exercice et la conclusion est la même aussi sur le sujet de l'engagement des collaborateurs. On pourrait y revenir ou le développer. C'est-à-dire qu'on voit que la rémunération est un élément important, mais n'arrive qu'en 5e position, en tout cas des leviers qui motivent des collaborateurs au quotidien. Donc, c'est important, mais ce n'est pas le premier levier. Ça, c'est tout à fait aligné avec les études qu'on mène avec nos clients sur les facteurs d'engagement. Hein. On a développé le framework TISA qu'on a eu l'occasion de présenter déjà dans ces masterclass. Les 4 piliers d'engagement, et le premier de ces piliers, c'est le transactionnel, donc tout ce qui est lié au contrat de travail, la rémunération, aux conditions de travail, etc. Et les estimations à la fois des études en sciences cognitives qui ont été menées aux États-Unis et en Europe, et les travaux qu'on mène avec nos clients, c'est que c'est 25%. 25% du pouvoir motivationnel est lié dans le pilier transactionnel, donc le contrat, les conditions de travail, l'équité, et les 75%, finalement, c'est la motivation intrinsèque, ce que tu mentionnes, Guillaume, hein, la capacité à progresser, à devenir autonome, à faire partie d'une équipe, et puis le sens que je donne à ma mission et aux valeurs de l'entreprise. Si on revient sur un côté très, très pragmatique, donc aujourd'hui, j'essaye de recruter, j'ai du mal. Premier conseil, mettre en avant la rémunération, parce que finalement c'est un critère décisif pour postuler. Il y a tellement d'incertitudes que les candidats, ils veulent au moins savoir que ce poste il est rémunéré à peu près à ce qu'ils attendent. Maintenant, concrètement, il y a aussi une difficulté, c'est qu'on a des jeunes collaborateurs qui vont avoir des attentes qui peuvent être supérieures à ce que l'entreprise offre historiquement à ces jeunes recrues. Est-ce que ça veut dire qu'il faut accepter de casser la pyramide salariale de l'entreprise? Alors ça dépend beaucoup des organisations, hein, du type d'accord qu'on a avec les organisations syndicales, etc. Mais est-ce que tu vois des entreprises qui vont jusqu'à proposer des salaires qui sont plus élevés que ce qu'ils pouvaient proposer il y a 2-3 ans? Alors, d'une manière générale, oui, dans une capacité à faire évoluer leur système de rémunération.
dire qu'ils viennent à casser ce qui est proposé pour attirer des juniors au détriment d'une organisation, non. Et ça, globalement, et Cyril le confirmera aussi avec les structures qui l'accompagnent, toutes les entreprises sont claires sur le sujet et ne prennent pas effectivement ce virage ou ce risque de dire on va casser une organisation pour désengager potentiellement l'ensemble de nos collaborateurs versus effectivement quelques difficultés d'acquisition de candidats, même s'il faut le travailler. D'ailleurs, on a souvent effectivement plutôt tendance à considérer la rémunération comme un facteur de désengagement que comme un facteur d'engagement. Parce qu'on voit que dès lors qu'on touche un petit peu à ces sujets-là, on crée finalement beaucoup plus de désengagement en dommages collatéraux. Potentiellement, par exemple, en touchant ce sujet pour faire rentrer des jeunes diplômés à des niveaux de rémunération supérieurs, vous perdez 80% de vos collaborateurs. Donc, ce n'est pas intéressant. Donc, les mécanismes, effectivement, sont plutôt de dire comment est-ce qu'on peut travailler tout un tas d'autres sujets. Et les nouvelles générations, je dirais, sont aussi très sensibles à des à côté, une fois encore, indépendamment de la rémunération. C'est le cadre de vie au travail, c'est la flexibilité au travail, c'est effectivement la relation managériale que l'on a aussi. Est-ce qu'on est dans du management qui est bienveillant, accompagnant et qui favorise l'autonomie, la responsabilisation des collaborateurs, ou dans quelque chose qui est effectivement très descendant. Ça aussi, c'est des facteurs qui sont extrêmement importants pour traiter indifféremment finalement des sujets d'acquisition, mais aussi d'engagement de collaborateurs que le seul sujet de la rémunération. Dans les packages que tu vois passer avec les entreprises avec lesquelles tu travailles, au-delà du pur salaire, quels sont les avantages qui sont mis en avant par les entreprises et quels sont parmi ces avantages ceux qui sont les plus efficaces pour attirer des candidats? Alors, évidemment, le télétravail, pour le coup, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, régulièrement, les structures qui ne proposent pas au moins 2 jours de télétravail avec des accords télétravail sur cette partie-là pour l'encadrer, sont quand même plutôt délaissés d'une manière générale des candidats. Donc, le télétravail fait partie intégrante aujourd'hui des éléments de souplesse qu'attendent effectivement d'une manière générale les candidats. Donc, ça, c'est vraiment un élément clé sur lequel on a régulièrement les demandes. Et puis après, ça peut être sur l'ensemble des à côté. Cyril interviendra peut-être parce qu'au final, indépendamment de la structure de la rémunération, c'est tout ce qu'on a à côté. Ça peut être des avantages. Alors évidemment, dans les classiques, on a le véhicule, la prise en charge du véhicule, de l'essence. C'est tout ce qui permet finalement d'améliorer ou de diminuer l'enveloppe de frais que l'on a à côté et qui finalement sont aussi des éléments intéressants à observer. L'essence, ça aura échappé à personne, c'est quand même un poste de dépense extrêmement important aujourd'hui. Donc le fait de l'intégrer ou pas intégrer, faire en sorte qu'on ait des possibilités personnelles, par exemple, d'utiliser aussi son véhicule ou de la prendre en charge, c'est typiquement, par exemple, des avantages qu'ont mis certaines entreprises et qui disent, voilà, vous pouvez partir en vacances avec votre véhicule de société et même on prend l'essence, les péages en charge. C'est des petits plus, mais qui sont quand même dans l'esprit importants pour les collaborateurs et qui peuvent faire la différence. Cyril, dans les négociations auxquelles vous participez, auxquelles vous contribuez, quel rôle jouent ces à côté, ces compléments de rémunération, ces avantages? Alors, effectivement, on raisonne de plus en plus maintenant en package global. Et ce qui est intéressant, c'est de valoriser ce package global. Et ce package, il évolue parce que les attentes aussi sont différentes. C'est clair que le traditionnel fixe bas, variable haut, voiture de fonction et était sur la route toute la journée, il n'est pas ultra sexy pour un jeune qui est engagé dans une démarche RSE, qui est très digitale et à l'aise en visio. Enfin, c'est clair qu'on doit effectivement, on doit aussi s'adapter à cela. C'est d'ailleurs, c'est un des sujets quand on a nous des clients qui nous disent voilà, j'ai un sujet pour mon système de REM, d'attractivité ou de fidélisation, c'est souvent, voilà, j'ai un sujet, c'est que j'arrive pas à recruter des jeunes ou j'arrive pas à les garder. Mon système, il est plus adapté. Donc, c'est là où, effectivement, il faut raisonner en package global et puis revoir aussi l'équilibre, ce que je disais tout à l'heure, l'équilibre fixe variable. Aussi intégrer, ça, c'est une vraie tendance, on l'a vu d'ailleurs dans notre étude, c'est qu'il y a une dimension variable, mais collective et d'équipe qui se crée.
C'est-à-dire que le variable très individualiste et l'état d'esprit commercial mercenaire qui va chercher sa prime et vous savez, la fameuse phrase, le TPMG, hein, on en a tous, vous voyez, le commercial tout pour ma gueule. Ouais. Ouais, j'ai dit un gros mot, c'est pas grave, on est entre adultes. Ben, ça marche plus, quoi. Enfin, c'est plus déjà déjà on vend tous maintenant à plusieurs. Et puis c'est pour ça qu'on a beaucoup de variables. On a fait, quand on a calculé l'étude, Guillaume, on était assez surpris, c'est qu'il y avait globalement à peu près il y avait que 4 à 5% de rémunération d'équipe. C'est-à-dire il y a du collectif, hein, participation, intéressement, partage de la valeur globale de l'entreprise, et puis après des primes individuelles. Et on s'aperçoit entre 2019 et maintenant, on est passé de 4% de la valeur globale de la rémunération d'équipe à 11 pour les commerciaux et 16 pour les managers commerciaux. Ça veut dire qu'il y a une dimension d'équipe qui arrive. C'est-à-dire qu'on travaille en équipe, quoi. On est passé de soliste enfin, du soliste au cœur, quoi. Donc, on a besoin de travailler. Très faible quand même. Ça reste très faible. 11, Ouais, 11 ou 16%, 11 ou 16%. Ouais, mais on a multiplié par 4 en Ouais. 2 ans, donc ça veut dire que la tendance, elle est vraiment là-dedans. Et pas pour descendre le collectif, pour descendre l'individuel. Donc cette dimension-là, et on la retrouve bien, c'est que on rentre aussi pour une équipe, enfin on rentre pour un salaire, mais derrière, c'est important de mettre aussi une part d'équipe. Et ça fait partie des attentes, ça donne du sens. Je rebondis là-dessus, tant effectivement dans ce que nous demandent les candidats que dans ce qu'ils apprécient. Ils veulent rejoindre un collectif. Ils nous posent beaucoup de questions sur c'est quoi l'ambiance de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, les valeurs de l'équipe, et cette dimension équipe est devenue un élément clé. La relation à l'autre et aux hommes est clé, et d'ailleurs l'étude le fait aussi bien ressortir, c'est que les premiers éléments d'engagement sont les hommes, véritablement. Mon manager, mon équipe, l'ambiance au travail passe devant la rémunération aujourd'hui. Et finalement, quand on traite du sujet du développement finalement des hommes, des compétences et de comment ils travaillent ensemble, on agit finalement beaucoup plus fortement sur l'engagement de ses collaborateurs qu'en touchant des éléments de rémunération qui, une fois encore, sont indispensables hein, parce qu'un contexte fait que c'est nécessaire de le retoucher. Mais une fois encore, on le touche surtout pour ne pas perdre et pas désengager plus que pour engager. Ce qui va engager, ce sont les autres facteurs et c'est principalement les hommes. Ce qui va engager, ce sont les autres facteurs et plus particulièrement les hommes. Sur cette très belle phrase, on va conclure cet entretien. On a toujours une question classique à tous nos intervenants. C'est quelle est la citation qui vous inspire, Cyril et Guillaume? Une citation. Une citation qui vous inspire. On va prendre une citation que je trouve très sympa dans le contexte actuel, qui est le pessimisme est d'humeur et l'optimisme de volonté, que j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'elle est très actuelle pour le coup, et elle navigue souvent au sein des DCF. Et voilà, je trouve qu'elle est très à propos, en tout cas par rapport au contexte que l'on vit, et pour le coup, c'est quelque chose à garder à l'esprit aussi pour l'année 2023. Très jolie citation. Cyril, est-ce que tu... Une citation qui pourrait être en lien avec ce que l'on dit, c'est que peut-être une citation de. Alors moi j'ai un vilain défaut, c'est que je joue au golf et Jack Nicklaus, qui a plus de grands chelems que Tiger Woods d'ailleurs, mais bon c'était avant, à l'époque, avant que l'argent arrive dans le golf, disait toujours plus je m'entraîne, plus j'ai de la chance. Donc, quand on parle de système de rémunération et de motivation des équipes commerciales, voilà, l'idée c'est s'entraîner, s'engager, bosser, et effectivement la chance arrivera. Plus je m'entraîne, plus j'ai de la chance, le pessimisme est d'humeur, l'optimisme est de volonté. Un immense merci de votre présence ici avec nous. Pour aller plus loin, bien sûr, l'étude regard hein, que vous avez menée, on vous enverra le lien dans le mail de replay hein, qui a été fait en collaboration avec Laure Domingos et puis Jean Muller, hein, le président des DCF. Donc le magazine Regard, l'édition automne-hiver 2022, qui porte un regard éclairé sur l'actualité, notamment la rémunération des talents commerciaux.
bien sûr les sites de CCLD et de MCR Consultants qui regorgent d'articles, de livres blancs passionnants sur le sujet. N'hésitez pas à contacter Guillaume ou Cyril si vous voulez en savoir plus. Merci à tous de votre présence. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, 11h30 pour jeudi, pour une nouvelle version de ces masterclass. Et si vous avez des questions, Guillaume et Cyril, si vous avez encore quelques minutes, on sera ravis de vous garder avec nous jusqu'à 12h15 pour répondre aux questions de nos auditeurs. Vous pouvez les poser directement sur l'interface de GoToWebinar. Alors, est-ce que Valentin, on a des questions de nos auditeurs? Ouais, on a beaucoup de questions. Alors, une première qui nous dit « J'entends parler de pénurie, mais j'aimerais comprendre comment recrutent les managers. Que recherchent-ils? Le Bac+5 est légion, mais l'accès à l'emploi demeure toujours aussi complexe, pour ne pas dire difficile. » Alors, c'est intéressant d'observer qu'on a souvent beaucoup plus de difficultés à recruter des commerciaux que des managers. En tout cas, nous, dans ce que l'on vit, pour reboucler sur la question, parce que c'est vraiment sur ces populations-là qu'on a les plus grandes difficultés. Donc, si difficulté il y a là pour recruter un manager, et dans ce que j'entends dans la façon dont les questions sont formulées, on parle tout de suite de Bac+5. Est-ce que véritablement le sujet d'être manager est lié à un sujet de formation ou de diplôme? Déjà, je ne suis pas sûr. Et ça m'amène justement plutôt au sujet de quelles sont les compétences véritablement comportementales que l'on recherche. Et ça, c'est plutôt en tout cas aussi des éléments clés sur lesquels on travaille beaucoup avec nos clients. C'est que aujourd'hui, la réalité, c'est qu'on ne cherche plus des CV à proprement dit, mais véritablement, on voit ce qui fait la différence dans l'efficacité dans une fonction. Ce sont en particulier les soft skills et les compétences comportementales. Donc, peut-être, je dirais que, voilà, après, il y a une analyse à faire de ce qui crée des difficultés de recrutement. C'est peut-être l'image de l'entreprise, son attractivité au sens large, et peut-être qu'il y a des sujets d'attractivité à travailler avec l'entreprise qui pénalisent ses capacités à attirer véritablement. Et puis peut-être qu'après, peut-être sortir du cadre qui était celui, en tout cas, initialement observé, pour peut-être s'ouvrir à d'autres champs de profils qui peuvent être intéressants, qui néanmoins peuvent être d'excellents managers peut-être pour l'entreprise. Donc voilà, poser des questions sur sa capacité à tirer et en même temps sur le profil en tant que tel, que là, à travers quelques mots que j'entends déjà assez fermés, et qui peuvent peut-être s'ouvrir à d'autres sujets. Pour rester dans le thème de l'entretien, on a une question qui nous dit « Bonjour Cyril, quand vous dites aller chercher les meilleurs, qu'est-ce que vous entendez exactement par les meilleurs et quels seraient selon vous les critères sur lesquels vous vous basez pour repérer ce meilleur lors d'un entretien d'embauche? » L'entretien, ça serait plutôt pour Guillaume. Après, quand je parlais des meilleurs, effectivement, sur les systèmes de REM, c'est que c'est ceux qui ont les plus de variables et donc c'est forcément eux, quand on veut bouger le système de REM, qu'on va chercher naturellement puisque c'est eux qu'il va falloir convaincre, qu'il va falloir embarquer. Donc ça, c'est sur quand on est sur le système de REM. Après, sur comment aller chercher les meilleurs en termes de recrutement, là, c'est plus Guillaume qui va pouvoir, puisque c'est un chasseur de meilleurs. C'est ça. Bah, en fait, on va surtout chercher les bons et ceux qui sont adaptés à une entreprise. On a souvent des expressions un peu galvaudées sur les commerciaux. On dit que n'importe quel commercial serait tout vendre à n'importe qui, des glaces à un esquimau, et je vous passe tous ces clichés. En fait, la réalité, c'est qu'il y a d'excellents commerciaux qui sont excellents dans certains types de ventes et certaines approches et qui ne seront pas du tout adaptés à d'autres approches. Donc, la vraie question, c'est comment identifier ce que sont des bons commerciaux pour son entreprise en fonction de ce qui la compose et ce que vont être en fait les facteurs clés de réussite d'un commercial dans son environnement, de savoir bien les baliser. Une fois encore, quels sont les comportements clés ou situations clés ou critiques qui vont faire en sorte que le commercial va exprimer son talent. Et auquel cas, une fois qu'on a bien identifié ces situations, alors il faut aller évaluer précisément, en tout cas, ces situations-là. Et souvent, c'est ce que ne font pas les entreprises. L'entreprise, en fait, considère qu'il faut avoir travaillé dans son domaine, dans tel poste, auprès de tel client, etc. Donc, on cherche toujours le clone parfait qui n'existe pas. Et puis, d'ailleurs, bien souvent, quand on le trouve, il est parfois moins bon que d'autres personnes qui ne viennent pas de son environnement et qui peuvent être meilleures. Donc, c'est les vraies questions clés à se poser, c'est quelles sont les situations critiques qui révèlent la performance d'un commercial dans mon domaine.
et comment est-ce que je vais avoir un dispositif d'évaluation qui va vraiment me permettre d'aller challenger les candidats sur ce sujet-là, même si potentiellement ils viennent d'autres secteurs. C'est vrai que le contexte est important. Un commercial sera bon dans un contexte donné, quoi. Tu voulais une citation, Roland, la force du crocodile, hein, c'est l'eau. Joli. Voyez-vous beaucoup de sociétés B2B qui ne donnent plus de commission aux commerciaux, mais un fixe plus grand? Alors, beaucoup, non. Plus, oui. Voilà, c'est une manière un peu rapide de répondre. C'est quand même pas légion, aujourd'hui, mais en tout cas, certaines entreprises s'y adonnent davantage. Alors, ça va peut-être aussi quelques exemples, mais on voit que ça fait partie des approches qui aujourd'hui commencent à naître, qui n'existaient pas effectivement il y a quelques années, considérant une fois encore, pour revenir à ce qui était évoqué, que finalement la vente n'est qu'une finalité d'un complexe ou effectivement d'un ensemble finalement d'intervenants aujourd'hui qui est de plus en plus important avec le marketing et ou d'autres services, et que finalement le commercial il fait un peu le dernier kilomètre, il finalise tout ça, mais que c'est collectif, et donc au final dans une logique de conseil la plus neutre possible, finalement on favorise un fixe plus important que du variable. Donc ça existe de plus en plus. C'est pas légion, mais encore une fois, ça peut participer à ce qu'évoquait aussi Cyril sur la dimension collective, qui permet de valoriser plutôt une approche collective. C'est vrai que plutôt que de dire, c'est facile de dire, le système c'est compliqué, on n'arrive pas, le système de REM c'est compliqué, en plus j'ai des attentes plus importantes sur le fixe parce qu'on est dans une période aussi d'inflation, enfin il faut quand même le dire, ça c'est la donne qui change tout. C'est que quand on a des équipes commerciales qui ont un fixe assez faible, qu'il y a de l'inflation, qu'on fait des augmentations dans l'entreprise, qu'on fait des augmentations de fixe, les commerciaux sont les moins bien lotis puisqu'ils ont moins de fixe. Mais par contre, on ne va pas faire une augmentation de variable parce qu'il y a de l'inflation. Alors, il y en a une naturelle parce qu'il y a peut-être plus de performance, mais on n'est pas tout à fait dans ce cas-là. Donc, c'est vrai qu'il y a un sujet d'équilibrage aussi parce que dans l'inflation, on a aussi un besoin de pouvoir garantir un niveau de revenu et puis aussi de pouvoir apporter des garanties en cas de demande de crédit, etc., immobilier, etc. Donc, c'est une attente. Mais pour autant, c'est pas la solution de dire j'arrête, puisque ça fait longtemps, nous, MCR, ça fait 25 ans qu'on travaille sur les systèmes de REM, des moments compliqués où on se dit, bon, j'en profite pour arrêter le variable, j'en ai marre d'avoir les commerciaux dans mon bureau qui négocient leurs objectifs, donc on met tout dans le fixe. Ça marche un temps, parce que tout le monde est content au début, sauf que derrière, très vite, à un moment donné, et c'est la problématique, c'est les managers, c'est qu'est-ce que j'ai comme levier pour motiver, pour valoriser les meilleurs? Qu'est-ce qui va faire que ma star, elle va rester là et qu'elle va pouvoir être valorisée et qu'elle va pouvoir se sentir reconnue au niveau d'implication et de performance? Dans la durée, c'est compliqué. Après, je pense que ce qui était aussi sous-tendu au travers de la question, parce que c'était précisé dans l'environnement B2B, c'est important après de considérer effectivement ce sur quoi on attend le commercial. Parce que c'est sûr que si l'on est sur de l'acquisition client dans l'environnement B2B, avec ce qu'on appelle communément plutôt des profils plutôt de développeurs ou chasseurs, c'est sûr que dans ce type de contexte, je ne connais pas, moi, d'entreprises aujourd'hui qui n'ont pas des systèmes de rémunération variable. En revanche, dès lors qu'on est plutôt peut-être dans une gestion de parc client et d'optimisation de parc client, là oui, on a des contextes qui sont plus favorables. Donc, je pense que c'est assez inhérent aussi à l'action du commercial, soit en dynamique d'acquisition ou plutôt de rétention ou développement d'un parc existant, qui va favoriser évidemment plutôt l'émergence de ce type de pratique. Un élément important, ouais. Parmi les commerciaux, quels sont les profils les plus difficiles à trouver? Donc, on nous cite par exemple Sales Rep, Account Executive, Account Manager, Business Developer. Tout cela. Là, c'est tout ça. Non, mais les commerciaux, typiquement les développeurs, les chasseurs B2B, voilà, si on veut schématiser, tous les profils qui doivent aller faire de l'acquisition client et dans le domaine B2B, je dirais que voilà, globalement, c'est les profils pour lesquels on est le plus sollicité, sur lesquels il y a les plus grandes difficultés. C'est les candidats les plus sollicités aussi. Donc,
Si vous voulez vraiment le moule type de ce que toutes les entreprises recherchent, c'est le commercial, chasseur, B2B, 3-7 ans d'expérience. Là, vous êtes en plein dans l'œil du cyclone, l'océan rouge, comme on dira. Et là, là, il va falloir travailler non seulement la REM, non seulement le management, non seulement le cadre de vie au travail, etc., etc. Là, il faut avoir le panel complet, l'image d'employeur. Enfin voilà, il faut mettre la totale si vous voulez les capter. Et puis, il faut avoir incentive. Et il faut avoir incentive absolument pour travailler Pour les sur motiver à la fois. Exactement, pour les animer au quotidien. Ça rentre dans le management, ça. Merci Cyril, c'était quand même important de le préciser. C'est comme ça, je suis comme ça, moi. Quelles sont les compétences à mettre en avant pour émerger en tant que manager commercial? Dans un processus de recrutement, ouais. Résilience. C'est pas mal. On pourrait mettre résilience, adaptabilité ou agilité, qui est un terme aussi très utilisé actuellement. Et puis, voilà, je pense que de plus en plus, on fait avec ces équipes, donc la capacité véritablement à savoir embarquer un collectif et créer un esprit de corps. On a beaucoup parlé de collectif aussi ce matin. Je pense que si aujourd'hui on a des managers très descendants dans leur façon de faire, qui savent faire embarquer leurs équipes, donner du sens, il y a des sujets de sens aussi qui sont extrêmement importants aujourd'hui. Voilà, donc savoir donner du sens, je pense que c'est devenu un élément clé. Savoir embarquer un collectif, donner du sens. Vous avez réussi à nous embarquer ce matin, Guillaume et Cyril. Vous avez donné beaucoup de sens à cette réflexion complexe sur les enjeux de rémunération en cette fin d'année entre inflation et pénurie. Un grand merci de votre sagesse et de toute l'expertise que vous avez mis à notre disposition ce matin. Je retiens vos magnifiques citations. Plus je m'entraîne, plus j'ai de chance. Et le pessimisme est d'humeur, l'optimisme de volonté. Nous sommes clairement optimistes dans les masterclass de l'excellence commerciale. Et grâce à vous, nous sommes encore plus optimistes face aux défis qui nous attendent en 2023. Merci à tous de votre fidélité. Merci Cyril, merci Guillaume de votre présence parmi nous. Et je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine pour une nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. Merci Roland.